Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Toute la semaine de l'économie avec Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, vous revenez sur cette information économique. C'est celle de la semaine pour vous. On a parlé en premier avec vous sur Sud Radio il y a des mois et des mois. La faillite du promoteur immobilier Evergrande en Chine. C'est vrai, c'était ici sur l'info Éco Plus. Alors c'est un tribunal de Hong Kong, puisque c'est là où la cotation de China Evergrande est donc en place, avec aujourd'hui une mise en liquidation, donc l'effondrement de ce promoteur immobilier le plus endetté du monde. 2 ans quasiment après le défaut officiel de l'entreprise, ça avait déclenché une crise de trésorerie pour les promoteurs chinois qui continuent toujours de freiner l'économie, la deuxième économie mondiale. En avril, il y a même eu un groupe d'investisseurs internationaux qui avait, lui, des milliards de dollars d'obligations Evergrande, qui avait essayé de soutenir un plan de restructuration, mais ça a été compliqué pour ses créanciers étrangers, et le ralentissement immobilier est devenu aujourd'hui l'un des plus grands défis politiques de Pékin. Evergrande, c'était la plus grande société immobilière au monde et ça constitue bien sûr un avertissement pour les investisseurs, les autres entreprises endettées et les dirigeants chinois. Et quand la Chine s'enrhume en quelque sorte. Alors Didier, quelles peuvent être les conséquences sur l'empire du milieu et sur le reste du monde, quoi? Alors l'éclatement de cette bulle immobilière chinoise, conjugué à la détérioration de la démographie, est un énorme surendettement, fait planer le spectre de ce que les économistes appellent la japonisation, c'est-à-dire la faible croissance qu'avait connue le Japon pendant des années. Ça se passait dans les années 90, une très faible croissance et une société qui vieillissait. Alors la société... outre l'immobilier, il y a une série d'intérêts dans le sport, le divertissement, la finance, la santé, l'automobile, l'agriculture. C'est donc en 2021 qu'elle a commencé sa descente vers son insolvabilité. Et puis, les actions ont perdu depuis pratiquement toute leur valeur. Les obligations, elles, se sont négociées à des niveaux très faibles. Alors, l'inquiétude sont les effets d'entraînement de cette liquidation. Ouais. D'autres promoteurs pourraient manquer d'argent pour livrer leur logement inachevé. Et puis, j'ai envie de vous citer de donner des chiffres de Goldman Sachs, banque d'affaires américaine, qui donne le tournis. Le taux d'inoccupation des propriétés résidentielles urbaines est d'environ 20% en Chine, c'est plus du double des 9% par rapport au Japon des années 90. Et Goldman Sachs nous indique également que les prix de l'immobilier sont environ 20 fois supérieur aux revenus des ménages contre 11 fois au Japon dans les années 90. Alors si en France, Emmanuel Macron semble ignorer la crise immobilière, en Chine, Xi Jinping n'a pas encore agi non plus. La relance ou pas de la Chine aura forcément un impact sur l'économie mondiale. Et alors on reparlera de la crise de l'immobilier dans 3 quarts d'heure sur Sud Radio, dans Parlons Immo avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Mais à propos de la Chine, Didier, vous disiez justement que ce pays semblait disparaître. Certains commentaires sur son économie, semblaient faire disparaître certains commentaires sur son économie. Ah oui, ça fait des années pour les économistes sérieux que le sujet de la fiabilité des données chinoises existe, mais là c'est encore un niveau au-dessus. C'est le Wall Street Journal qui s'en est aperçu. Selon le journal, plusieurs commentaires importants d'économistes et de journalistes chinois ont carrément disparu d'Internet ces dernières semaines. Je dis bien disparu. Ouais. Alors le Wall Street Journal évoque le fait que les hauts lieutenants du dirigeant Xi Jinping ont exhorté les responsables à, je cite, promouvoir les brillantes perspectives de l'économie chinoise. Ces appels font suite à l'avertissement inhabituel de la plus haute agence de renseignement chinoise, c'est en décembre. Elle avertissait le public que la sécurité économique est un élément clé de la sécurité nationale. Et il y avait eu un éditorial le mois dernier dans Caixin Media, c'est un média économique basé à Pékin. Il appelait les responsables à affronter directement les défis économiques, rappelant l'époque où l'économie chinoise était au bord de l'effondrement lors de la révolution culturelle des années 60-70. Et l'article exhortait les autorités à rechercher la vérité dans les faits. En citant Deng Xiaoping, on ne peut corriger rapidement des faits politiques inappropriés que si l'on s'en tient à la recherche de la vérité à partir des faits. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Didier, sur tous ces contenus ? Alors, en quelques heures, l'éditorial a disparu du site internet de Caixin. Le même jour, Li Xungai, qui est un économiste dans une grande entreprise publique, il avait lui averti dans un article publié sur le journal chinois Nikkei qu'une consommation insuffisante des ménages persisterait à moins que les dirigeants chinois ne prennent des mesures pour aider les familles à faible revenu. Il soulignait également qu'environ 70% de la population chinoise vivait avec un revenu inférieur à 2000 yuan. Alors pour vous dire, 2000 yuan, c'est $280, donc 280 € quasiment. Ce point de données est devenu viral sur Weibo, c'est une plateforme de microblogging. Elle a disparu de la liste officielle des sujets tendances. Et peu de temps après, la chronique a disparu du site web Weikai et il est devenu complètement inaccessible avec, sur la plateforme de messagerie chinoise, un message qui indiquait « Le contenu ne peut pas être consulté en raison d'une violation de la réglementation ». Tout cela montre quand même que l'économie chinoise reste plus facile que ce qu'elle veut bien montrer. Alors il y a un mot en chinois qui se dit escroquerie, ça s'appelle
Pyongyang. La Chine cache-t-elle la réalité de l'état de son économie? Vu ce qui se passe, ça paraît effectivement une évidence. Ça semble s'appeler de la censure. Remarquez, s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus besoin de solution, comme diraient les Shadocks. Merci beaucoup Didier Testo. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. On vous dit à samedi prochain. À samedi prochain.